Access. Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, édition exceptionnelle de Focus Retail pour fêter cette fin d'année avec vous. Regardez comme c'est beau, nous sommes à The Village à Villefontaine, à 20 minutes de Lyon. C'est un outlet de marque premium et luxe. On va parler de retailtainment avec notre premier invité, The Village. Comment les professionnels du secteur renforcent-ils l'attractivité de leur zone commerciale? Et puis en seconde partie d'émission, on parlera aussi bien sûr des jouets. Est-ce que vous achèteriez des produits d'occasion pour vos enfants? On en parlera avec l'enseigne King Jouet. Vous êtes sur BFM Business en direct de ce lieu magique, The Village. Je vous propose de rejoindre tout de suite mon premier invité. Focus Retail, l'interview. Nicolas Rudancic, bonjour. Bonjour Noémie. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Vous êtes directeur de The Village, donc à Villefontaine, en région lyonnaise, donc, qui appartient à la compagnie de Falsbourg, un des acteurs majeurs du marché de l'immobilier commercial. Et puis à nos côtés également, Arnaud Tizy. Bonjour. Vous êtes directeur conseil chez Altavia Aura. Alors, bonjour Noémie. The Village, c'est un outlet de marque premium et luxe qui a ouvert en 2018. Et c'est vrai qu'en se promenant, on voit tout de suite la part importante qui est consacrée au restaurant, au divertissement, à l'architecture, avec ces toits blancs qui donnent un aspect d'un village enneigé. Votre concept, c'est le retailtainment. C'est exactement ça. Depuis des années, la compagnie de Falsbourg a à cœur, en tout cas, de créer des lieux de commerce, mais pas seulement, des lieux de vie qui sont exceptionnels pour le client, de par l'architecture, l'écologie, le bien-être qu'on leur apporte. Et c'est une manière pour nous, en tout cas, de valoriser nos clients. Et c'est vrai qu'on voit l'importance de la scénarisation avec les animations, les jets d'eau. Voilà, quand on se promène, on voit l'importance de tout ça, les trains pour les enfants. Et c'est vraiment un lieu de vie. Exactement, c'est un vrai lieu de vie où nos clients aiment en tout cas venir et se retrouver en famille ou entre amis. Et effectivement, vous avez de la scénarisation du centre, que ce soit pour Noël, au printemps, en été. Vous avez également les shows sur le lac et comme vous l'avez dit, beaucoup d'animations pour les familles et chaque week-end, des navettes gratuites et des petits trains. Et donc voilà, l'idée c'est d'apporter énormément de services à l'ensemble de nos clients. Et vous reprenez aussi des éléments de l'identité du luxe, des services exclusifs, un lounge VIP, des personal shoppers. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour attirer une clientèle haut de gamme ? Alors en tout cas, ça a été notre volonté en tout cas à The Village dès le départ d'upgrader l'ensemble des services qu'on pouvait trouver dans un centre commercial habituellement. Et ça a été, je dois dire, une véritable réussite qui se traduit aujourd'hui par des chiffres d'affaires qui sont relativement exceptionnels. Alors évidemment, le retail évolue. Aujourd'hui, on est à l'écoute de nos clients puisque évidemment tout ce qu'on fait, c'est pour nos clients et on essaie de faire évoluer en tout cas nos services par rapport aux attentes de nos clients. Et justement, comment vous améliorez l'expérience client puisque vous avez ouvert il y a 4 ans déjà? C'est vrai qu'on a ouvert il y a seulement 4 ans et aujourd'hui on a une base de données extrêmement forte de clients qui nous suivent et qui nous sont extrêmement fidèles de 500 000 clients. L'idée c'est d'être à leur écoute pour apporter et créer en tout cas de nouveaux axes de développement et d'amélioration pour que à chaque fois en tout cas à chaque fois qu'ils viennent à The Village l'expérience soit tout à fait exceptionnelle. Alors c'est un outlet de marque premium et luxe qui a une plateforme e-commerce, c'est assez unique en son genre. Quelle est la part du chiffre d'affaires de ce site e-commerce, la part entre le physique et le digital? Alors déjà, le digital, c'est un des piliers fondamentaux de la compagnie de Falsbourg. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires connaît un développement exceptionnel. Il double chaque année. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 10% du chiffre d'affaires total de The Village et qui va atteindre, je pense, en fin 2022, à peu près 15 millions d'euros. Et c'est plus 35% de chiffre d'affaires pour certaines boutiques qui participent à ce site, c'est ça? Exactement. On a en tout cas eu la volonté d'associer l'ensemble de nos partenaires depuis quelques années à cette volonté de développer le digital via notre partenaire notamment Wishibam. Et c'est vrai qu'à long terme, on voit que les entreprises et en tout cas les enseignes qui nous suivent ont à long terme une croissance de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 35 à 40%. Du coup, les chiffres sont quand même assez incroyables. Ouvert en 2018, oui. Crise du Covid 2020, on en parlait tout à l'heure. Comment vous avez réussi à reprendre le pas et à reprendre une dynamique ?
on a vu après le Covid la puissance et en tout cas la solidité du modèle qui a été développé depuis très longtemps à la compagnie de Phalsbourg, à savoir d'avoir des lieux de vie et des lieux physiques qui soient exceptionnels de par, je l'ai dit, leur architecture ou leur écologie. Et on a, contrairement à beaucoup d'idées, on n'a jamais pensé que le physique et le digital s'opposaient, mais bel et bien qu'ils pouvaient cohabiter ensemble. Et le fait d'avoir et de faire de notre plateforme eShop, TheVillageOutlet.com, le miroir digital de nos boutiques physiques, a été une vraie réussite et c'est aujourd'hui le socle de la solidité économique de ce centre commercial. Alors Nicolas Rudancic, parlons de l'avenir des centres commerciaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier commercial se réinvente. Les consommateurs, ils veulent un espace où ils peuvent rester la journée, voire même la soirée, un pôle culturel, peut-être avec un cinéma multiplex ou encore des restaurants, voire même des résidences hôtelières. Est-ce que vous pensez à vous diversifier encore davantage pour répondre aux attentes des clients ? Alors bien sûr, l'ensemble aujourd'hui des actifs de la compagnie de Phalsbourg évolue, en tout cas. Ils répondent et ils tentent de répondre à l'ensemble des attentes des clients. Alors il y a eu énormément d'attentes par rapport aux services que nous, on essaye à chaque fois d'améliorer, de créer. On reste à l'écoute des clients. Et évidemment, il y a également une évolution des usages de nos centres commerciaux. Petite question contextuelle, on est à Noël, il y a une période d'inflation quand même que tout le monde connaît. Comment vous arrivez, vous, à maintenir vos parts de marché dans cette année qui, pour vous, elle semble quand même assez exceptionnelle ? C'est une année tout à fait exceptionnelle puisqu'on en parlait tout à l'heure, on va atteindre probablement les 165 millions d'euros à la fin de l'année, ce qui représente une croissance de près de 15% par rapport à N-1, tant sur le physique que sur le digital. Ces parts de marché, on les maintient. Déjà, on a un centre qui est connu et reconnu, qui attire de plus en plus de clientèle. Et en fait, on a su appuyer dans des moments importants sur les piliers fondamentaux de la compagnie de Phalsbourg, qui sont pour moi le socle vraiment de cette réussite, à savoir toujours l'architecture exceptionnelle, l'écologie exceptionnelle, le digital exceptionnel, pour qu'à la fin, vraiment, le bien-être de nos clients soit le plus exceptionnel possible. Et puis il y a aussi la sobriété énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui la transformation des bâtiments, c'est un défi majeur, un enjeu stratégique, même un défi financier. Quels sont vos chantiers prioritaires? Vous récupérez l'eau de pluie notamment, vous m'avez dit, pour vos jets d'eau. Alors, en tout cas, l'écologie, ça fait énormément d'années qu'à la compagnie de Phalsbourg, c'est un sujet extrêmement important et qui est pris au sérieux. On a, dans l'ensemble de nos centres, extrêmement végétalisé les parties communes. On a, évidemment, depuis de nombreuses années, des urinoirs sans eau. Ça paraît anodin, mais on utilise par urinoir, on économise 100 000 litres d'eau par urinoir, ce qui est quand même très important. On récupère les eaux de pluie. Et évidemment... et 460 000 arbustes aussi. À The Village, 460 000 arbustes plantés, effectivement. Et on a même décidé d'aller plus loin, puisque dans cette logique-là, on a, sous l'impulsion de Philippe Journeau, qui est président fondateur, et d'Ali Nasser, directeur du patrimoine et associé, créé une charte écologique qu'on a décidé de co-signer avec l'ensemble de nos partenaires preneurs sur l'ensemble de nos sites, qui sont un ensemble de mesures qu'on va en tout cas adopter dans une logique commune pour réduire globalement notre impact. Voilà, de beaux projets à venir. Et puis on tenait aussi à vous dire qu'on aime beaucoup votre playlist The Village. Merci beaucoup Nicolas Rudancic. Je rappelle que vous êtes directeur des Villages. Arnaud, on vous retrouve juste après, mais d'abord on retrouve Eva Jacot qui va nous faire visiter les coulisses de ce lieu. Oui, bonjour Noémie. Alors je me trouve actuellement avec Sophie Fillet, responsable marketing client à The Village. Alors ici, le contexte inflationniste peut pousser les gens à se rendre un peu plus que d'habitude dans un outlet. Et ici, vous avez développé un programme de fidélité et vous avez déjà 500 000 membres. C'est énorme. Et est-ce que vous avez noté justement une augmentation de ces nouveaux entrants suite à ce contexte un peu particulier ? Oui, alors 500 000 membres en 4 ans, c'est une belle performance pour un programme de fidélité. On recrute en moyenne 120 000 nouveaux porteurs par an. Et sans compter ces derniers temps, le retour de la clientèle étrangère, évidemment, qui était absente du fait du Covid. Et on retrouve notre clientèle d'Europe du Nord, des pays du Golfe, de Suisse, qui est de retour après cette période. Alors comment est-ce que vous attirez ces nouveaux clients ? Alors ici à The Village, on propose un site qui est vraiment exceptionnel. On magnifie ce site via des événements XXL et on communique très largement dessus auprès de notre clientèle, à la fois sur les réseaux sociaux, mais auprès bien sûr de nos clients fidèles via des communications emailing et sans oublier notre site internet thevillageoutlet.com où tous les événements sont relayés.
Alors comment ça marche ce système de fidélité? Vous avez 3 statuts différents, c'est ça? En effet, on propose un programme de fidélité en 3 statuts. Donc le statut privilège, il faut cumuler entre 0 et 6 000 points par an, sachant que 1 euro égale 1 point. Et avec le statut privilège, vous avez accès à toute l'information et toute l'actualité de The Village, une offre spéciale pour votre anniversaire et tous les événements. Le statut VIP, il faut cumuler 6 000 points en 12 mois. Et avec le statut VIP, vous avez de nouveaux avantages comme l'accès à notre lounge VIP, un espace de détente dans un cadre luxueux et privatisé. Comment vous vous différenciez des cartes de fidélité classiques qu'on peut trouver par exemple aux Galeries Lafayette ou bien la carte 24/7 du Bon Marché par exemple? Eh bien, je dirais avant tout par des partenariats qu'on noue dans l'univers sportif, dans l'univers culturel. On propose des places en loge pour les matchs de l'OL par exemple ou pour assister à l'Open Park de tennis Auvergne-Rhône-Alpes au mois de juin, mais également des événements culturels. Nous, on est partenaire de la Biennale internationale d'art contemporain de Lyon et on offre également des places pour visiter les différents sites. Sans oublier les événements, comme je vous disais tout à l'heure, XXL qu'on organise ici, notamment à l'occasion de l'anniversaire du village ou du lancement des illuminations de Noël. Merci beaucoup Sophie. Noémie, maintenant on file retrouver Arthur de Soultré, le fondateur de The Second Life. Alors je suis à présent avec Arthur de Soultré. Arthur, vous êtes le fondateur de The Second Life. C'est une solution dédiée aux retailers physiques et en ligne qui permet aux clients de ramener les vêtements qu'ils ne portent plus. Alors vous êtes installé ici depuis le mois de novembre. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Bonjour Eva, merci de m'inviter. Ouais, donc The Second Life a été lancé il y a quelques semaines maintenant à The Village. C'est très simple, il suffit de venir déposer vos vêtements de mercredi ou le samedi après-midi de 10h à 19h. Et vous venez et nous on vous les rachète. C'est très important que vos vêtements soient en très bon état. Il ne faut pas qu'il y ait de taches, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut qu'ils soient vraiment bien repassés et vous nous les déposez, on les check. Et s'ils sont en bon état, on vous les rachète. C'est racheté assez cher. Et vous avez en moyenne une carte cadeau à 45 €. Comment vous faites pour établir le prix? On a un Argus vivant sur 1200 marques. Alors The Village c'est un peu spécial parce qu'on ne reprend que les marques qui sont vendues ici, chez The Village à Lyon. Et voilà, donc les produits viennent, on check si c'est des jeans, des chemises, etc. Et ensuite on vous donne un prix de rachat. Si vous l'acceptez, on vous paye avec la carte cadeau de The Village qui est là. D'accord. Alors justement, donc le prix moyen, le prix moyen d'une carte cadeau ici, c'est 45 €, c'est ça? C'est même un peu plus. Non, c'est 48 € même. Et justement, quand les vêtements ne peuvent pas être rachetés par vos partenaires extérieurs, par vos prestataires extérieurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? On a des partenariats avec le Secours catholique, avec Emmaüs aussi, avec le Secours populaire. Et donc ensuite, on donne ces vêtements pour qu'ils soient revendus chez eux. Et alors on a vu récemment que des acteurs comme les Galeries Lafayette se sont associés à Friperie pour leur offre Revendez. Ça se passe en région notamment. Vous, qu'est-ce qui vous différencie d'un acteur comme Friperie par exemple? Nous, on a un aspect différent, c'est qu'on fait aussi beaucoup de online. C'est-à-dire que les centres commerciaux qu'on équipe ou les marques peuvent collecter aujourd'hui offline comme on le voit dans le kiosque ici, ou alors directement sur le site internet de The Village ou des foncières qui nous distribuent. Donc c'est vraiment une offre qu'on dit aujourd'hui omnicanal, 360 degrés. Et alors combien de vêtements vous récupérez en un an par exemple? Tous centres commerciaux confondus et marques confondues? Là, depuis le début de l'année, alors que c'est notre première année, on vient de se lancer, on a déjà récupéré presque 100 000 vêtements. On parle d'économie d'eau importante pour la planète parce qu'aujourd'hui le vêtement, l'industrie textile est une des plus polluantes. Donc aujourd'hui c'est très très important pour la planète de redonner une seconde vie à ces vêtements parce qu'il y a quand même 2/3 de nos vêtements qu'on ne porte pas. Donc au lieu de les refabriquer dans le monde entier et de polluer la planète en polluant les eaux, c'est à peu près 20% de la pollution des eaux, et on les retape nous et on les revend. Bien, je vous remercie Arthur, je vous rappelle que vous êtes fondateur de The Second Life, merci beaucoup. Merci Eva, à bientôt. Et voilà, vous venez d'entendre Arthur de Soultré, fondateur de The Second Life, partenaire de The Village, donc la seconde vie, la seconde main, enjeu majeur pour les retailers. On passe tout de suite au Focus avec Arnaud Tizy. Focus Retail, le Focus.
Le focus avec Arnaud Thizy, donc directeur conseil chez Altavia Aura, et puis à nos côtés également Philippe Guédon. On est aussi chez vous, dans votre région. Vous êtes directeur général de King Jouets. Alors on va bien sûr parler des jouets. Et vous, votre constat, c'est que les Français sont de plus en plus locavores, y compris dans l'achat de loisirs et de ces produits. Effectivement, le Made in France, le local a un attrait important chez nos consommateurs. Et c'est pas que dans l'alimentaire. C'est vrai qu'initialement, c'est beaucoup dans l'alimentaire et on se rend compte que ça dépasse l'alimentaire pour aller dans le non-alimentaire et notamment ce domaine fantastique qu'elle jouait. Dans le jouet, on le sait. Vous êtes entouré aujourd'hui. Je suis bien entouré. Bien entouré, c'est pas la même chose. Il y a quand même un driver principal que sont les grandes marques, les licences. Regardez là, Lego et Star Wars pour ne pas les citer, qui dominent encore le marché. Et on est vraiment effectivement sur une production qui reste quand même massivement étrangère. Il y a quand même plus d'un jouet sur deux qui sont vendus en France, qui proviennent d'Asie. Et puis le jouet français aussi qui poursuit sa progression. Et c'est la bonne nouvelle, effectivement, le jouet français prend des parts de marché. Aujourd'hui, on est sur des parts de marché qui sont environ de 15%. De jouets conçus et produits en France. Et on est effectivement sur une progression de 1 à 2 points par an depuis 3 ou 4 ans. Et c'était renforcé depuis la crise sanitaire. Et puis c'est vrai que dans ce contexte inflationniste, on constate aussi une élasticité au niveau des prix. Alors effectivement, qui dit jouets conçus et produits en France dit une élasticité des prix, environ de 10%. Est-ce que les consommateurs aujourd'hui sont prêts à payer 10% en plus? Majoritairement non, mais par contre la frange de ceux qui sont prêts à payer d'année en année grandit. Et aujourd'hui on est quasiment à 15% des consommateurs qui nous disent oui, je suis prêt à payer plus pour avoir un jouet s'il est conçu et fabriqué en France. Et justement, donc la nouvelle ambition de ces retailers, c'est la relocalisation de ces sites de production. Forcément, ça passe par la production. La production, on a des marques emblématiques françaises comme Smoby, par exemple, qui a relocalisé sa production dans le Jura. On a une marque comme Mécano, par exemple, qui est également produit depuis Calais. Donc l'enjeu, effectivement, il est un enjeu pas que de distribution, mais aussi et massivement de production. Donc c'est une opportunité finalement pour les distributeurs de jouer cette carte locale et de mettre en avant donc, ce savoir-faire tricolore. C'est une superbe opportunité, surtout que la plupart des distributeurs français spécialistes battent sous pavillon français. Donc ils sont les mieux placés pour promouvoir et mettre en avant ces jouets made in France, et que ce soit des nouvelles pépites ou des marques qui sont historiquement relancées. La nouvelle pépite, par exemple, il y a cette marque-là, les jouets simples, qui est une marque... Le rêveur. Qui est conçu en France, fabriqué en France, mais qui a plein d'autres spécificités. C'est du monoproduit, donc c'est que du plastique qui est recyclé et recyclable. Il y a un système de consigne, et c'est ces genres de start-up qui effectivement font bouger le marché et qui donnent envie aux consommateurs de consommer un peu plus français. Voilà, donc de belles perspectives pour le jouet tricolore. Merci Arnaud Thizy. Restez avec nous dans un instant. On retrouve tout de suite notre deuxième invité. Focus Retail, l'interview. Philippe Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de King Jouets, entreprise familiale, donc fondée en Isère. On est aussi ici chez vous. Aujourd'hui, vous avez 330 magasins King Jouets dans l'Hexagone. Et puis, bien sûr, toujours à nos côtés, Arnaud Thizy. Vous avez récemment pris le virage de la seconde main en développant une nouvelle enseigne dédiée qui s'appelle King Occasion. Vous avez lancé le premier magasin en mai, c'était à Valence. Désormais, vous avez 7 magasins test hybrides où vous mixez le neuf et l'occasion. Comment fonctionne la prise en charge du client? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors c'est assez simple, comme vous l'avez bien résumé, c'est des magasins qui ne présentent pas que des jouets d'occasion. Il y a quand même une partie neuve, il faut entre guillemets rester pragmatique. C'est quand même le neuf, le jouet neuf qui structure un peu l'offre. C'est séparé dans le magasin, les deux offres? Alors je vais y venir. On a à peu près un tiers de jouets d'occasion, donc les 2 tiers sont du neuf, et ce tiers de jouets d'occasion est disséminé dans le magasin dans la même logique de rangement ou de classification que peut l'être l'occasion. Donc ce qui veut dire que par exemple, quand vous êtes dans le rayon jeux de société, vous pouvez avoir un Scrabble neuf et à côté un Scrabble d'occasion. Le Scrabble neuf vaut, mettons, 25 € pour donner un prix approximatif, et le même en occasion sera à 12 €, donc ça permet aux clients de faire leur choix. Ça vous permet de montrer la différence de prix, surtout en période d'inflation, c'est important pour... Alors aujourd'hui, il y a 2 clés d'entrée. Il y a ceux qui achètent de l'occasion parce qu'ils y voient une démarche positive pour la planète, et puis bien évidemment, il y a aussi une démarche qui peut être une démarche économique, dans la mesure où en moyenne, le jeu d'occasion coûte la moitié du prix du jouet neuf. Quel est votre premier bilan de cette enseigne dédiée? C'est vrai que vous avez ouvert en mai, donc est-ce qu'on vous rapporte beaucoup de jouets? Alors c'est encore récent.
Il faut, Oui. comment dirais-je, se laisser un peu de temps pour digérer, ajuster encore un peu le concept. Le premier magasin à Valence, donc là aussi à quelques dizaines de kilomètres d'ici, plus récemment, comme vous l'avez dit, 6 autres points de vente. On voit que là où nos objectifs étaient que les ventes de jouets d'occasion dans ces magasins représentent 30% des quantités, aujourd'hui on est plutôt à 10-20%. Voilà, donc il reste encore un bout de chemin à faire. En tout cas, les clients répondent très favorablement à ce nouveau concept. On suit, comment dirais-je, ce que sont les notes clients, les notes Google. Ces magasins ont des notes Google largement au-dessus de la moyenne. C'est dû à différentes choses, mais notamment à ce positionnement. Donc on voit que ce concept est attendu des clients. Après, on est aussi sur des ventes de Noël. À Noël, ce qui fonctionne beaucoup, c'est le catalogue. On voit les enfants faire leur croix, leur découpage. Donc l'achat est un peu plus guidé. On est convaincu que sur le permanent, là où il y a moins cet élément catalogue, communication, télé notamment, les ventes d'occasion prendront un poids plus important. Vous reprenez tous les jouets d'occasion? Alors non, il y a un tri. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le gros des jouets d'occasion, ça se fait de particulier à particulier. Il y a un célèbre site internet de vente d'occasion qui est fort là-dessus. Nous, ça passe entre nos mains. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste, on se doit d'amener une valeur complémentaire qui est de pouvoir faire quelque part un tri, je suis désolé du terme, entre ce qui est encore aux normes et ce qui l'est plus. Oui. J'imagine que les peluches, par exemple, c'est exclu. Pour Oui. des questions indigènes, vous comprenez bien. Il y a tout ce qui est aussi les jouets d'extérieur, où il y a des questions de résistance. On ne peut pas un trampoline, on ne peut pas retester si le trampoline a les caractéristiques suffisantes. Par contre, on va dire que les 2/3 de ce que vous trouvez dans un magasin de jouets, on peut l'avoir en occasion dans nos magasins King Occasion. Et si on achète ces produits, il y a une garantie de ces articles? Clairement, la même garantie que sur le neuf. C'est-à-dire que c'est une garantie qui fait que pendant 6 mois, s'il y a un problème de qualité, les clients peuvent ramener le jouet. Et puis, il y a aussi la possibilité d'échanger le jouet si finalement, ça ne correspond pas au goût de l'enfant. Là aussi, ce que vous n'avez pas lorsque vous êtes dans une démarche de particulier à particulier. Donc, on a bien une approche qui est celui d'un spécialiste qui amène le service d'un spécialiste. Et est-ce que cette démarche, du coup, qui est une démarche magasin, est-ce que vous avez des projets ou des tests sur le digital? Parce qu'il y a beaucoup de vos concurrents, alors dans d'autres secteurs, effectivement, qui testent différentes solutions entre le magasin, le e-commerce. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors là où sur le jouet neuf, on est déjà très présent, j'entendais les chiffres tout à l'heure, je regardais en même temps les chiffres de King Jouet, sur un mois comme décembre, le digital c'est à peu près 20% de nos ventes. Donc 20% qui sont soit livrés à domicile, soit récupérés dans nos magasins. Aujourd'hui, le jouet d'occasion n'est pas présent sur notre site internet. On travaille sur, un scénario pour 2023 parce que clairement il y a une attente et vous avez raison que nos concurrents qui sont sur des logiques de particulier à particulier ont déjà des jouets d'occasion présents sur leur site. J'ai une question par rapport à votre modèle. C'est vrai que c'est un changement de modèle stratégique. Est-ce que vous réfléchissez à proposer seulement des jouets de seconde main? Est-ce que ça peut être envisageable pour King Jouet? Au-delà des jouets, vous voulez dire? King Occasion, est-ce que vous pourriez ne proposer que des jouets de seconde main, des jouets d'occasion? Dans l'absolu, on pourrait. On ne pense pas que ça serait la bonne approche. Est-ce qu'on peut trouver une rentabilité dans ce modèle? C'est une autre question, mais je vais répondre déjà d'abord à la première. On voit sur ce plateau différents jouets qui sont les jouets mode de fin d'année. C'est ce qui crée le trafic en magasin. Ça, c'est des jouets neufs. Voilà, j'ai vu que vous aviez flashé sur ce produit, donc on s'est permis de le mettre à côté de vous. Donc, c'est les jouets neufs qui font quand même le trafic en magasin. Donc, il y a besoin de ce trafic en magasin pour, dans le même temps, pouvoir aussi proposer l'occasion. Et puis, l'autre point qui est un peu particulier dans notre modèle économique, parce qu'on parle de rentabilité, c'est clair qu'on est sur des niveaux de marge sur le jouet d'occasion qui sont plus faibles que sur le jouet neuf. Donc, en fait, nous, on achète le jouet en donnant un bon d'achat au client. C'est pas du sonnant et trébuchant. Et ce bon d'achat, bien entendu, que les clients peuvent l'utiliser soit en rachetant du jouet d'occasion, soit souvent en rachetant du jouet neuf. Il y a quelque part une forme de recyclage, je ne sais pas quel terme employer. C'est vrai que le secteur du jouet il reste fortement piloté par la nouveauté. C'est ça ce que la communication, j'en parlais tout à l'heure. Quand on ouvre les postes télé à ces périodes de l'année, il y a quand même énormément de jouets. Il y a les fameux catalogues dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça fait que des licences. Là, vous avez une licence Disney entre les mains. La partie Star Wars. Comment ça fonctionne? Alors, c'était presque ça. Il faut aller un peu plus sur votre droite. Ah, voilà. Ça, c'est quoi? C'est je suis Groot. Donc, c'est un des personnages des Gardiens de l'Univers, parce que je ne dis pas de bêtises, qui est encore une fois très connu des enfants. Et en fait, ce petit personnage qui est donc en tissu réagit aussi au son. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une musique, il se met à danser au rythme de la musique. Dans les licences fortes, depuis de nombreuses années, on a bien entendu la partie Star Wars. Là, vous avez une exclusivité qui est présente chez King Jouet, où on retrouve tous les petits personnages. Donc, c'est ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire que c'est quelque part un pulse, une maquette en 3D qui remonte une des scènes cultes d'un des épisodes Star Wars, bien sûr.
ça illustre bien une des tendances qui est quand même de s'adresser aux jeunes adultes, sachant qu'on est tous des grands enfants en fait en vrai et on voilà, autour de ce plateau. Les collectionneurs, ce qu'on appelle les kidultes, le terme un peu de la profession, je ne sais pas s'ils parlent, mais en tout cas on sort. C'est la première fois que j'entends cette expression. Alors, on sort en fait de la tranche d'âge. Le jouet, c'est surtout du 0-8 ans. Donc vous avez à la fois des adolescents et puis j'ai envie de dire au-delà qui peuvent être intéressés, passionnés par ce type d'article. Et c'est vrai que vous avez recruté des saisonniers pour cette saison de Noël, parce que c'est vrai que c'est une période de rush à cette période de l'année. Clairement, sur l'ensemble du groupe King Jouet, donc on est présent en France, en Belgique et en Suisse, on est à peu près 2000 collaborateurs et on a à peu près 500 personnes qui nous rejoignent sur la période de fin d'année, de manière à venir renforcer les lutins du Père Noël. 1800 lutins de Noël. Voilà, qui viennent renforcer en France. 1800 c'est en France, et le chiffre que je donnais c'était au niveau Europe, avec donc une partie Belgique et Suisse. C'est vrai que les jouets ne sont pas épargnés par l'inflation. Parfois, on voit 30% de hausse sur une même référence. Plus de 6 jouets sur 10 ont vu leur prix grimper en un an. Quels sont, vos produits qui ont subi la hausse la plus importante? Donc là, on va essayer de ne pas faire peur aux téléspectateurs. Pas leur faire peur avant Noël. C'est 6%. Le panéliste, qui est quand même l'autorité compétente, dit que les jouets ont augmenté de 6%. Vous conviendrez que c'est une moyenne qui est quand même plus faible. Que là, on parle de 12% dans l'alimentaire, je crois. Donc 6%. Par contre, ces 6%, c'est une moyenne. Et en effet, certains articles ont, alors 30, j'en connais pas beaucoup, mais on peut avoir des articles qui, si on les compare à l'année dernière, sont de 10, 15, 20% de plus. Les ventes à aujourd'hui montrent que les parents sont plutôt à gérer un budget. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de baisse de ces budgets. Par contre, clairement, selon ce que l'enfant a demandé, il se peut qu'il ait un peu moins de jouets. Bon, après, on ne va pas découper les jouets en deux, mais que les parents respecteront un niveau de budget comparable à celui de l'année dernière, mais peut-être que ça se traduira par un peu moins de quantité au final. Voilà, donc des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. C'est Groot, c'est ça? I am Groot. C'est lui. Merci je suis Groot en français. Merci Philippe Guédon. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes directeur général de King Jouet. On vous retrouve tout de suite, Arnaud, pour le chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et je suis toujours avec Arnaud Tizy, directeur conseil chez Altavia Aura. Vous n'avez pas un chiffre à nous proposer cette semaine, mais deux. Vous avez choisi pour illustrer une tendance forte à Noël, bien sûr. C'est l'occasion, on vient d'en parler. On vient d'en parler, c'est Noël, donc mieux vaut deux chiffres qu'un. Effectivement, je voulais illustrer les deux versants de l'occasion, le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment un Français sur deux qui, cette année, envisage d'acheter d'occasion pour Noël. Et le côté face, c'est qu'il y a quasiment 75% des 25-34 ans qui ont déjà revendu des cadeaux après Noël. Ça, c'est les cadeaux qui finissent orphelins et qui n'ont pas forcément plu. C'est triste. Exactement. Donc ça illustre bien toute la puissance de l'occasion, la difficulté aussi de trouver un modèle économique. On en parlait juste avant, d'une tendance qui effectivement est en forte croissance due à l'inflation spécifiquement et aux tensions économiques, mais aussi à une volonté de consommer de façon plus circulaire, plus responsable et qui a d'autres aspirations, comme le précisait Philippe tout à l'heure. C'est vrai que les produits high-tech, l'habillement, finalement, les jouets, tous les secteurs s'y mettent aujourd'hui. Ah oui, souvenez-vous, c'est les jeux vidéo dématérialisés qui ont été peut-être les premiers touchés, l'high-tech avec les produits reconditionnés, et là maintenant le jouet avec quelques spécialistes qui se tentent à l'occasion, et on passe les nombreuses initiatives autour du textile qui fleurissent dans à peu près tous les types de magasins et chez tous les types de commerçants, qu'ils soient retailers, e-retailers ou spécialistes ou généralistes. Voilà, donc les jouets de seconde main qui s'invitent sous le sapin. Merci beaucoup Arnaud Tizy. Je rappelle que vous êtes directeur conseil Altavia Aura. J'imagine que vous avez quelques idées de cadeaux pour Noël désormais. Désormais, merci. Merci à vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Je vous retrouve à la rentrée avec toute l'équipe de la matinale Good Morning Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.